question qui se pose, c'est quel est le sens de l'emballage, en fait, pourquoi avons-nous besoin d'un emballage? Donc je pense que c'est vraiment une question que tout le monde doit se poser, tant du côté du concepteur que du côté de l'utilisateur ou du consommateur de l'emballage. Si ce n'est pas nécessaire pour l'usage, il est vraiment primordial de refuser. Et en tant que consommateur, vous êtes des consommateurs, donc vous avez la capacité aussi d'influencer les choix des fabricants de produits emballés. Et donc, donc cette notion de refuser si ce n'est pas nécessaire pour l'usage prévu, je mets évidemment aussi une nuance sur la notion de l'usage prévu en fonction du rôle primordial que doit avoir l'emballage. Évidemment, ce refus peut exister ou pas. Si vous avez par exemple une gomme qui est vendue par un libraire, c'est évident, ou je dirais plutôt une clé USB qui est vendue par un libraire, il peut encore bien vous la vendre sans emballage, de la main à la main, sans avoir un risque de vol. Dès le moment où vous vous retrouvez dans une grande surface, ça devient évidemment plus compliqué de laisser cette gomme ou cette clé USB de manière libre dans les rayons. Donc, il peut y avoir des nuances, évidemment, de conception de quel est l'usage principal de l'emballage. Réutiliser, recycler et composter, on en a parlé encore beaucoup cette journée, ça a transparu à travers les différents échanges. Évidemment, si les options sont effectivement à valeur environnementale ajoutée, donc pour moi, l'échelle de Lansing n'est pas nécessairement toujours la priorité. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, il faut plutôt vérifier au niveau des LCA, il faut vérifier effectivement au niveau de l'entièreté des impacts plus et moins pour pouvoir avoir une décision assez fine sur le meilleur trajet dans la fin de vie de l'emballage. Évidemment, vous avez aussi une réflexion à avoir sur le produit emballé. Donc, effectivement, il faut peut-être aussi refuser d'acheter le produit emballé si ce n'est pas vraiment suffisant. Et j'utilise le mot sobre et vous allez tous me dire « ouais, sobriété, ça veut dire décroissance », mais pas nécessairement. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir des choix un peu raisonnés sur est-ce que ça m'apporte quelque chose dans la vie? Est-ce que ça me donne une vie prospère et durable? De la même manière, on peut aussi réduire sa consommation de certains produits en se disant mais est-ce que vraiment je joue est-ce que vraiment je m'apporte un tel bonheur par rapport à ce produit ou une telle valeur ajoutée dans ma vie en général? Donc c'est évidemment un credo qui est plus environnemental que consumériste. Mais je pense que ça joue aussi sur cette vision que même l'Europe a sur la prospérité sans croissance, où il y a quand même un certain nombre de messages qui arrivent là-dessus, et où on peut donc quand même développer des modèles prospères, avec aussi des modèles d'économie innovants, en passant par cette vision d'une prospérité d'un maximum de citoyens et un travail aussi important pour un maximum de citoyens. Alors évidemment, je ne vais pas vous cacher que je viens du monde de chez Foss Plus, et donc le couple produit-emballage, évidemment, c'est quelque chose de primordial quand on parle d'emballage, parce que évidemment, l'alternative à choisir par rapport à ce couple produit-emballage est évidemment important. Et le produit, la façon dont le produit va être traité, dont le produit va être consommé ou dont le produit va être perdu est évidemment primordial dans cette histoire de couple produit-emballage. Le slogan pour tout, on pourrait le prendre pour sa vie aussi, mais c'est aussi peu que possible, autant que nécessaire. Ça parle aussi de sobriété, cette phrase. Ça parle aussi du packaging qui emballe votre produit. C'est ridicule d'utiliser plus qu'il n'en faut et c'est contre-productif d'en utiliser trop peu. Et donc, ce schéma qui est lié principalement au monde du couple produit-emballage vous indique clairement que si vous emballez trop peu le produit, vous avez un risque de détérioration du produit en tant que tel et donc une perte de produit,
qui parfois a, en termes d'impact environnemental, un plus grand impact que l'emballage lui-même. Mais par contre, effectivement, quand vous allez vers du surpackaging, eh bien c'est la même chose, vous allez aussi augmenter les impacts négatifs. Donc, quelques exemples. En termes d'emballage, donc si vous voulez utiliser des emballages, ou choisir des emballages un peu intelligents et que vous avez besoin d'un emballage, donc je reviens évidemment sur ma notion de quel emballage avez-vous vraiment besoin d'un emballage? Est-ce que vous avez besoin du produit? Est-ce que vous avez besoin de l'emballage? Dans le cas où vous avez besoin, où vous avez envie dans une manière raisonnable de ce produit ou de cet emballage, évidemment, le monomatière a toujours une facilité de recyclage, une facilité de réutilisation. Donc, il faut effectivement avoir à l'idée que privilégier le monomatière va forcément faciliter la suite dans la fin de vie du produit ou dans le recyclage du produit ou dans la réutilisation du produit. En termes de multimatière, de nouveau, justement, les emballages multimatières sont très compliqués à désolidariser. Vous avez des problèmes de colle, vous avez des problèmes de lecture par les centres de tri, puisqu'effectivement, un produit va être lu par les centres de tri, puisque les centres de tri sont de plus en plus automatisés. Il va être lu par les centres de tri comme étant, par exemple, un aluminium, alors qu'en réalité, c'est majoritairement du plastique. Donc, si vous avez alors cet emballage et qu'il reste dans le résidu, forcément, il sera incinéré, alors qu'il aurait peut-être pu être recyclé de manière plus efficace. Donc, vous avez, là encore, des possibilités de retrouver des produits qui sont monomatières. La même chose, évidemment, pour tout ce qui est laminé, plastique, aluminium, etc. Vous en avez sans doute encore entendu parler ce matin. Ces emballages ne sont pas acceptables dans la filière papier-carton et non plus dans le sac bleu. Donc, évidemment, il s'agit de se poser la question si vous avez envie d'avoir ce genre de produit. Il est peut-être plus intéressant de se tourner vers un monomatériau, même un ravier en polypropylène, ou alors tout autre emballage particulièrement léger si vous savez, par exemple, que vous allez le consommer d'une manière rapide. Ça, c'est aussi, pour moi, vraiment un effet du greenwashing qui a fait qu'on a développé un certain nombre d'emballages comme ça en papier-carton parce que c'était à la mode et parce que le papier-carton a meilleure presse. Je ne suis pas pour un matériau ou pour un autre, mais pour cet aspect-là, vous avez un certain nombre de matériaux qui semblent jolis, alors que vous avez vraiment des problèmes de mélange du plastique avec le carton, une difficulté à séparer ces deux produits. Sur le plastique, vous avez des fibres de carton, c'est pas encore un drame, je pense, et sur le carton, vous avez peut-être encore des colles. Si vous avez encore en plus un revêtement plastique des deux côtés du carton, vous avez une incapacité du carton d'aspirer l'eau lorsqu'il va se retrouver dans un processus de pulpage, ce qui effectivement va limiter le recyclage. Donc, le deuxième emballage est un peu moins problématique parce que vous allez effectivement bien séparer le film plastique du carton, mais c'est pas, je veux dire, moi je suis un consommateur qui a encore un petit peu ce petit réflexe-là de le faire si j'achète ce genre d'emballage, mais ce sera loin d'être le cas pour tout le monde. Donc de nouveau, on se retrouve avec une notion d'emballage multimatière quel qu'il soit. L'emballage multimatière quel qu'il soit est certainement une meilleure option pour une fin de vie adéquate. Alors, en termes d'emballage noir ou opaque, mais ça c'est plutôt un appel vers les producteurs, c'est sans doute plus joli de mettre une viande dans un emballage noir, mais dès ce moment-là, oui, c'est souvent de la viande, je ne sais pas pourquoi, mais dès ce moment-là, vous savez que ce produit ne sera pas lu par les lignes de tri parce que les emballages noirs ne sont pas captés par l'infrarouge proche et donc terminent dans le résidu. Parfois, c'est un avantage, ça peut être un avantage parce que vous avez peut-être besoin de sortir ce genre d'emballage d'un tri efficace, mais si en tout cas vous souhaitez que ce produit, et si vous estimez que le recyclage en aval est capable d'absorber ce produit, c'est peut-être pas la meilleure couleur à choisir.
Alors, les étiquettes et les manchons, c'est très joli, on en a vu sur les bouteilles en verre, on le voit sur le plastique. Est-ce que vraiment on a besoin d'un manchon? Ça, c'est déjà la première question. On va arriver de nouveau vers les fêtes de Noël, vous allez avoir plein de bouteilles de whisky avec des manchons complets qui sont illisibles pour les installations de recyclage de verre, qui sont illisibles pour les installations de recyclage du PMC. La solution moyen terme dans cette chose-là, c'est de dire, OK, alors il faut effectivement être capable d'enlever le manchon. Mais qui va enlever le manchon? C'est pas toujours dit que le manchon va être enlevé par le consommateur. Le dernier emballage que j'ai reçu, parce que je n'avais pas acheté ça, ce genre d'aberration que je n'envisage pas d'acheter, c'est-à-dire de mettre de la poudre dans mon lave-linge pour donner une odeur, alors que je ne comprends pas. Mais en tout cas, la seule chose que je trouvais maligne, c'était qu'il fallait tirer sur la languette et tout le manchon tombait pour pouvoir avoir accès au produit. Donc ça me semblait quelque chose d'un peu plus malin, de se dire, OK, à ce moment-là, le manchon tombe. Après, qu'est-ce que je fais du manchon? Je suis là dans ma salle de bain avec soit. Mais au moins, c'est en tout cas l'emballage qui reste est un emballage en PET, si je ne m'abuse, mais qui a encore une chance alors d'arriver à un moment donné dans mon bac de tri. Une impression directe sur la bouteille est aussi une solution, pour autant évidemment que vous ayez des encres qui soient compatibles avec un processus de recyclage, de préférence des encres solubles à l'eau et plutôt à base d'éléments naturels. Un dernier point qui m'a longtemps animé quand je travaillais comme responsable qualité et prévention chez FOSSplus, c'était les emballages compostables ou les bioplastiques. On en a parlé tout à l'heure aussi, je pense. On a couru, c'était aussi une mode, de vouloir proposer un emballage compostable et notamment du home compostable et du compostage est susceptible d'être en compostage industriel. Alors, déjà, vous avez peut-être déjà entendu parler de la difficulté de reconnaître le logo du home compostable du compostage industriel. Ça, c'est déjà une première chose. Mais moi, personnellement, je ne parviens déjà pas à composter mes filtres à café. Alors, je ne vous dis pas si j'essaye de composter un emballage qui est considéré comme home compostable. Donc, vous avez toutes les chances de retrouver votre emballage dans votre compost ménager encore des années après. Quand vous avez un logo qui parle de compostage en installation industrielle, clairement, à l'heure actuelle, les installations de compostage industriel ne sont pas capables de recevoir ce genre d'emballage parce que les filtres à l'entrée des installations de tri vont bloquer comme une espèce de résidu ce genre d'emballage et donc ils n'auront pas accès à un compostage industriel qui lui effectivement se fait à des bonnes températures et autres. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas une valeur ajoutée. D'autre part, en termes de compostage en général, un plastique compostable, quelle est sa valeur ajoutée? C'est peut-être un peu de carbone dans le sol. Si vous avez un peu de compost, il n'y a pas d'autre valeur ajoutée dans le plastique par rapport à votre plante, alors que vous avez une perte de l'énergie qui est contenue dans le polymère, puisque vous n'allez pas arriver vers une incinération. Donc c'est assez basique. Maintenant, évidemment, je ne vais pas taper sur l'entièreté des plastiques qui ont un aspect de dégradabilité. Je pense que dans l'aspect médical et tout ça, les plastiques qui ont une capacité de dégradabilité ont une grande valeur ajoutée. En fonction du produit, il peut y avoir des plastiques qui ont une grande valeur ajoutée pour une certaine, par exemple, respirabilité de certains fromages, par exemple. Donc, il y a des applications qui sont intelligentes, mais en tout cas, à l'heure actuelle et dans les solutions actuelles que nous proposent les schémas de tri en Belgique, voilà où on en est.